Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation du Québec. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Tremblay, associé chez Talsum. On va discuter ensemble comment créer un environnement propice à l'adoption de l'intelligence artificielle, comment la culture d'innovation et la culture du numérique peuvent se marier comme ingrédients pour y arriver et aussi des erreurs à éviter. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on est sur le thème de la culture de l'innovation et la culture du numérique, qui sont des ingrédients essentiels pour l'adoption de l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui notre invité Jonathan Tremblay, associé chez Talsum, et je suis en animation avec Luc Sirois, Allô, innovateur Anne. en chef du Québec. Salut Luc! Bonjour. Hey, là, tu as choisi un thème qui me tient particulièrement à cœur, puis j'ai hâte d'entendre Jonathan là-dessus aujourd'hui. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Jonathan, pour commencer, décris-nous un peu ton rôle et aussi le rôle de Talsum et sa mission. Bien, peut-être Talsum, en quelques mots, on est un cabinet de conseil en management. On a fondé la compagnie il y a 15 ans. On est un peu plus de 200 au niveau du Québec. Et on accompagne les entreprises dans l'entièreté de leur transformation, que ce soit au niveau de la transformation technologique, toute la portion transformation humaine, fait que tout ce qui touche les gens dans le cadre d'un changement dans une organisation, que ce soit technologique ou autre, mais ça reste quand même un élément qui est très important. Donc, on accompagne dans l'entièreté de cette journée-là et dans toute la portion aussi de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce qui permet d'optimiser les inventaires, d'être capable de réajuster les réseaux de logistique. Donc, on est très, très spécialisé dans ce secteur-là. Fait qu'on accompagne vraiment les entrepreneurs au niveau du Québec à activer leur transformation, à adopter plus de résilience et d'être en mesure de pouvoir introduire des technologies classiques et innovantes dans leur organisation. C'est assez rare. Moi, j'aime ça de Talsum, cette combinaison-là. C'est des consultants purs et durs pour faire des transformations avec la technologie, mais ils ont tout un aspect de la transformation humaine aussi. C'est assez rare, ça. Puis, la technologie, c'est assez complexe. Parfois, ça crée beaucoup d'appétit. On a l'impression que à chaque 15 minutes, il y a une nouvelle application, il y a une nouvelle technologie de plus en plus avancée. Mais les entrepreneurs ne savent pas nécessairement par où commencer. Est-ce que tu es capable de démystifier un petit peu, justement, le début de cette aventure-là? Absolument. Allons plus spécifiquement sur la portion de l'intelligence artificielle. Ça reste quand même assez complexe parce que les technologies sont quand même très larges et c'est difficile de savoir par où commencer, de comprendre aussi ce langage-là. Moi, ce que je recommanderais pour les entrepreneurs qui disent, OK, ben, j'aimerais ça voir ce que l'intelligence artificielle et l'hyper-automatisation peut m'apporter et comment je peux m'en servir concrètement dans mes opérations. La première chose, c'est vraiment d'aller chercher de l'information. Il faut se former, s'informer derrière ça, mais pas juste nous comme entrepreneurs, mais aussi l'équipe de direction. Si on ne comprend pas, si on n'a pas les codes, les référentiels, le langage, ça devient difficile d'être capable de se projeter et de voir comment on est capable de transformer notre organisation. On a des référentiels qui sont connus, tout ce qui est technologie classique, les systèmes d'opération et autres, on connaît ça, on sait comment s'y prendre. CRM, les systèmes logistiques, on a tout ça. Et ce système-là demeure important dans une organisation. C'est le moteur, c'est le système transactionnel de l'organisation. Mais on a nos référents. Quand on parle d'intelligence artificielle ou des capacités supportées par l'intelligence artificielle, on devient un peu désemparé parce que ça bouge très, très vite. C'est quand même relativement nouveau. On s'entend, l'IA génératif a commencé en 2022 et ça s'est démocratisé quand même très, très rapidement. Fait on ne sait pas nécessairement par où partir. Donc, allez chercher de l'information. Amenez des experts dans votre organisation pour former vos équipes, pour leur donner le langage et initier la perspective. Première étape pour les dirigeantes qui nous écoutent, et leurs équipes, justement, c'est de les former. Absolument. Commencer à aller chercher les référentiels, aller chercher le bon langage. Parce que, ça veut dire quoi, ça? Tu veux dire les référentiels? Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, peu importe à qui on va poser la question, on risque d'avoir des réponses qui sont différentes. Ben ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les bons langages? On parle des agents conversationnels, des LLM. On va parler d'être capable d'avoir des agents spécialisés, des chatbots. On va parler de machine learning. On va parler de deep learning, d'apprentissage des intelligences artificielles. Ils ne se valent pas tous et ils ne font pas tous la même chose.
Donc, il faut comprendre, ne serait-ce que OK. les bases. Il ne faut pas Donc, être un expert. une Il faut certaine juste base. comprendre qu'est-ce que c'est pour être capable de dire, ben, moi, dans tel cas, je vais être capable d'améliorer ma planification au niveau de mes matières premières. Ben, OK, à partir du moment que je comprends ça, ben là, je suis capable de projeter sur les catégories d'intelligence artificielle qui peuvent s'appliquer pour moi et là, d'aller chercher des experts ou d'embarquer mes équipes pour être capable de pouvoir réfléchir davantage sur ça. Puis ça permet aussi de comprendre ce qui gravite autour de l'intelligence artificielle parce qu'on parle beaucoup de données, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel type de données? Il y en a qu'on a déjà, qu'on peut se servir immédiatement. Il y en a qu'il faut travailler sur la qualité. Fait que ça nous permet de mieux comprendre, mieux démystifier qu'est-ce que c'est et par la suite de pouvoir s'engager avec les équipes puis de rassembler les gens dans des projets qui sont porteurs. Là, tu viens de dire quelque chose de vraiment essentiel, c'est de s'informer assez pour pouvoir avoir ces différentes discussions-là. Parce que quand on regarde la courbe, justement, ou le grand parapluie d'intelligence artificielle, il y a tout le volet stratégie, le volet données, les technologies d'information, les talents et la gouvernance. Mais comme dirigeant, je pense que tu dois être à travers deux spectres essentiels, qui est la stratégie et la gouvernance, mais en savoir assez pour te guider dans plusieurs conversations qui peut t'amener vers une transformation beaucoup plus grande avec l'intelligence artificielle. Tu sais. Puis, dis-moi, tu sais, une fois que tu as le langage, tu t'entoures de gens qui ont l'expertise, tu sais poser les bonnes questions, tu sais comment identifier les bons problèmes. Comment est-ce que tu peux capitaliser sur les premières victoires, puis à quoi ressemblent ces premières victoires? Ben, les premières victoires, j'aime pas nécessairement le terme victoire, mais il faut partir. Chaque pas, chaque chose qui va être faite est une victoire en soi. Il ne faut surtout pas les minimiser et initier rapidement notre appropriation, j'ai le terme de journée en tête, là, mais notre aventure avec l'intelligence artificielle, avec les différents outils, c'est super important. Partir des projets, c'est ça que tu as dit tantôt. Partir des projets, Bon. exactement. Puis ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. C'est OK. commencer à utiliser des applications ou des capacités supportées par l'intelligence artificielle pour commencer à travailler sur notre culture numérique puis notre innovation. OK. Parce que ces outils-là vont nous permettre de penser à autre chose. Puis ça peut être des choses simples. Ouais, comme on quoi, par pourrait exemple? parler, mettons, tout le monde fait des rencontres, des rencontres Zoom, Teams et compagnie, bien, d'utiliser des agents d'intelligence artificielle pour faire des résumés de ces rencontres-là, d'être capable d'avoir la liste des actions. Ça a l'air simple, mais ça fait partie de l'initiation de ces éléments-là, d'être capable d'utiliser, ne serait-ce que minimalement, les agents conversationnels qui existent pour aller explorer, aller voir la richesse qu'on peut aller chercher, comment on peut bonifier notre connaissance puis nos idées avec ces différents outils-là. Fait qu'il faut l'expérimenter, il Là, faut aller. Ils se sont mis en action, ils ont commencé à expérimenter. Puis là, la piqûre a pris. Ils sont motivés à dire, écoute, c'est clair qu'on peut faire quelque chose. Là, qu'est-ce qui se passe là, quand on veut devenir sérieux? C'est quoi les autres projets qui peuvent être démarrés pour se l'approprier de façon plus particulière à son entreprise? Bien, moi, ce que je recommande dans un premier temps, c'est de mettre une plateforme qui permet de donner à tout le monde l'accès à une intelligence générative à tout le monde. Et c'est important, le tout le monde. Mais là, parce à que 20$ par mois à tout le monde, là, c'est ça que ça veut dire? 20$, on est vraiment dans généralement, on est plus haut que ça Oh. au niveau du nombre de dollars quand par même un usager par mois. investissement C'est des important. investissements qui sont importants. Mais il existe d'autres façons d'être capable d'y accéder. Dans certains cas, d'acheter des plateformes qui sont de type Teams ou Enterprise au niveau d'un ChatGPT, ça peut s'appliquer, mais c'est difficile de mettre ça au niveau d'une organisation quand on a beaucoup de gens qui auraient besoin d'avoir accès à ça. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de regarder les possibilités pour développer des GPT internes à l'organisation. Donc, d'avoir une plateforme d'entreprise sécuritaire. Parce que quand on va parler de ces LLM-là, tout le monde en a entendu parler, mais il y a des enjeux de confidentialité, de sécurité. Nos conversations vont nourrir les modèles. Ce n'est pas l'entièreté de la conversation qui peut être reprise intégralement, mais ça nourrit les associations. Donc, surtout quand on va parler de données nominatives, on va parler de propriété intellectuelle, on veut garder ça à l'interne. Donc, de mettre une plateforme interne, propriétaire, dans laquelle on a le contrôle sur nos informations et d'utiliser les technologies, ils appellent ça des API, mais c'est une connexion sécurisée qui permet d'appeler les différents agents, que ce soit Claude, Llama, que ce soit Mistral ou OpenAI. Il existe des façons qui nous permettent de mais d'interagir, d'aller chercher la force sur des requêtes spécifiques de façon très, très sécuritaire.
Microsoft en offre une et Microsoft garantit la sécurité justement de ces échanges-là. Donc, c'est un même niveau de sécurité qu'on pourrait avoir sur nos échanges d'emails et autres. Donc, avoir une plateforme d'entreprise, on conserve nos données, soit dans des infrastructures qu'on a déjà, des serveurs qui existent on-premise, ou d'aller vers des hyperscalers, mais idéalement des Amazon, des Donc, tu gardes le contrôle. Ce que tu me dis, gardes c'est le que contrôle. tu te crées un Et carré de sable. idéalement, dans des capacités canadiennes. Mais bon, c'est vers cette direction-là qu'on va aller. Donc, première étape. Garder le contrôle, avoir une plateforme et rendre ces capacités-là disponibles à toute l'organisation. Ça, dans c'est des coûts qui sont réalistes. Parce que quand on va utiliser ces connecteurs-là, bien, on va avoir une consommation ou d'une facturation sur la consommation et non basée sur un nombre d'usagers. Fait que, sur une moyenne, ça devient très intéressant pour une organisation parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir une adoption au même rythme dans l'organisation. Fait que, première étape, trouver une façon rapidement d'avoir ce type de plateforme-là pour rendre disponibles les capacités d'intelligence artificielle générative à l'organisation. Ensuite? Dans un deuxième temps, tout le monde a les données. Généralement, quand on va parler de données, on va penser à des bases de données. Mais des documents Word, des PDF, des PowerPoint, tout ce qui est données semi-structurées, toutes les organisations en ont des quantités phénoménales. Et il y a une richesse là-dedans. Mais c'est difficile de chercher parce qu'on va faire des recherches par mots-clés, on ne trouve pas tellement l'information, on ne sait pas où aller voir parce qu'il y a des structures de répertoire. Donc, on peut créer des agents spécialisés par type de données. Prendre un exemple, des données, mettons, tout ce qui va toucher les ressources humaines, des politiques, des directives, des conventions collectives, des programmes d'assurance, qui sont des données que tout le monde a accès, mais que c'est difficile d'aller chercher l'information. Et les employés ou les gens dans l'organisation ont des questions. Donc, on pourrait prendre ces données-là, les transformer dans un langage machine et d'être capable d'interagir avec la même force qu'un ChatGPT quand on pose des questions générales, mais avec une réponse qui est uniquement sur les données que je lui ai fournies, précises avec mes références, parce que là, il n'y a plus d'hallucination et je contrôle 100 %. On dit aux IA génératives d'oublier tout ce qui ont été entraînés et de juste utiliser ce que moi, je lui donne dans des thématiques données. Donc, on a une beaucoup plus grande précision, puis on est capable d'aller chercher du insight, des informations à même nos données. Fait que là, on commence à démocratiser d'autres exemples, l'information. c'est fascinant. Celui des ressources humaines est très bon, on en parlait. Mais dans juste un autre avant podcast. de continuer, Luc, là-dessus, parce que je pense que Jonathan a tellement mis sur la table un élément important parce que tu as nommé des risques, tu as nommé l'hallucination, mais tu as nommé aussi le fait que la donnée n'est pas seulement une donnée mathématique, mais ça peut être des politiques, ça peut être des procédures, ça peut être de l'information que tu vas chercher et tout d'un coup, l'IA générative te permet d'aller chercher cette information plus vite et qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as un gain de temps. Et je pense que c'est le début de la valeur ajoutée, puis le début de ce premier pas où tu peux vraiment ressentir l'impact positif de l'intelligence artificielle, surtout dans un carré de sable qui est sécurisé, parce que c'est seulement sur ta donnée, de ton organisation, dans le contexte que tu connais, que tu es capable de valider aussi si l'information, elle est vraie ou fausse. Absolument. Puis quand on parle de gain de temps, les gains, quand on a des choses ciblées, peuvent être phénoménales. Je vais donner un exemple avec un client qu'on a fait. On a pris des données marketing dans une industrie spécifique, tous les rapports de vente, du détail, des analyses qui ont été faites. Et on parle de peut-être 2000 à 2500 documents. Il y avait une équipe de 5 personnes qui était dédiée à lire l'information et être capable de croiser le détail pour aller nourrir les équipes de recherche et développement, les équipes de commercialisation, les équipes de production pour être capable de comprendre puis de voir où le marché s'en allait puis les différentes tendances. On a pris l'ensemble de ces données-là, on les a transformées dans un langage machine pour être capable d'associer une intelligence artificielle générative. Et cette équipe-là, dans un premier temps, est partie de 5 à 2. Les 3 autres ont pu aller faire du travail à valeur ajoutée dans d'autres secteurs. Et la deuxième étape de ça, c'est qu'on a rendu cette intelligence-là disponible directement aux gens. Fait que plutôt que d'avoir un filtre qui permettait d'aller chercher puis de revenir avec une réponse, bien, c'est l'IA maintenant, l'agent spécifique, qui donne l'information aux gens dans leurs questions natives. Donc, les 2000 documents d'études de marché, là, si je comprends bien, d'analyse d'opportunités, de situations. Et là, ça donne l'intelligence de marché à la demande aux gens qui en ont besoin. Exactement. Ça croise l'information, ça pointe les références. Donc, il n'y a plus d'hallucination, puis on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin.
On pourrait voir des cas similaires. Mettons, moi, je travaille dans un environnement qui est très réglementé. Donc, à chaque fois que je dois travailler sur quelque chose, je dois aller vérifier la réglementation qui est municipale, provinciale, fédérale, peu importe, puis je dois m'assurer de respecter les différentes règles. Il y a des équipes qui font de la recherche constante pour s'assurer que tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau de la construction ou dans d'autres domaines, donc, on peut prendre toutes ces données-là, les amener dans un langage machine et d'être capable d'interagir à la demande et d'être capable de trouver mes références et mes sources. Puis ce qui est important, c'est que ce n'est pas de la recherche par mots-clés. On n'est pas dans... Je vais sur un environnement documentaire, un SharePoint, et je fais une recherche. Je vais trouver le mot que je cherche. Je pose ma question dans un langage naturel. On ne trouve jamais ce qu'on cherche, puis on finit par se tanner, puis aller ailleurs, puis de poser la question à quelqu'un d'autre. À son collègue. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc là, on pose la question dans un langage naturel et il nous génère une réponse et il nous donne la source qui lui a permis de générer ces réponses. Pour que tu puisses vérifier, puis aller dans le détail, comprendre. C'est juste le langage naturel, c'est comment tu parles à un collègue. C'est par exemple, je cherche telle politique. Tu te souviens, ça parle un peu de l'humain, ça parle un peu des procédures, ça parle aussi des heures de travail. Parfait, il traduit un peu ce que tu cherches pour te pointer vers la bonne information. Donc, c'est ça le langage naturel. C'est Luc, et ça, Jonathan, moi, je suis fasciné. Je savais que ça existait. On en avait parlé dans nos podcasts ici, mais maintenant, c'est ce que vos clients sont en train d'implanter maintenant chez nous au Québec. C'est ce qu'ils implantent présentement. Wow. Absolument. Puis les technologies sont là, sont rendues matures. C'est des projets qui sont très accessibles. On ne parle pas de projets... C'est pas de la R&D. On n'est pas dans de la R&D. On est dans de l'intelligence artificielle appliquée. Puis là, on est vraiment dans la base de ce qu'on est capable de faire. On n'est pas dans de la haute voltige. Puis là, après ça, on peut parce rapidement... que là, on était juste rendu à son étape numéro 2. Oui, puis on n'a pas terminé encore cette aventure. On va jusqu'à 12, là, c'est ça? On peut aller loin, mais encore, il faut partir à quelque part. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis si on part avec ces types de technologies-là qui sont accessibles, ce que ça permet de faire... Ce sont des RAG que je pense... Oui, le Retrieval Augmented Generation, qui est vraiment la création d'un agent surspécialisé avec des données qui sont propriétaires. Donc, à partir du moment qu'on a ça, là, on peut commencer à dire on va aller créer des agents plus spécialisés qui vont prendre quelques tâches et qui vont, entre autres, aller chercher de l'information dans une base documentaire puis être capable de prendre d'autres étapes, d'autres actions de façon plus autonome. Fait que ça, on peut aller très, très loin, mais il faut partir à quelque part. Oui, vas-y donc. Oui, tu me parlais de générer des actions, là, donc. On peut générer des actions. Donc, je pourrais dire, je vais être capable d'aller chercher une information, puis d'après ça, de rédiger un email particulier dans un service à la clientèle ou autre chose. Donc, je peux avoir une série d'étapes qui sont indépendantes, puis avoir un agent qui fait l'orchestrateur de ces solutions-là. Fait que ça, on est capable de le faire. Mais ça on arrive généralement dans une deuxième étape, ou du moins dans des cas plus spécifiques. Mais ce que la mise en place d'un GPT interne permet de faire, c'est que ça permet aussi de prendre l'entièreté des gens dans l'organisation et commencer à travailler sur le changement de la culture pour s'en aller vers une culture numérique. Parce que maintenant, la technologie est omniprésente dans ce qu'on fait. Et on doit trouver la façon de l'intégrer, d'évoluer extrêmement rapidement avec cette technologie-là et d'être capable de favoriser l'innovation. Je m'excuse, ça, c'est un sujet qui me passionne, mais je trouve qu'on est allé un petit peu vite sur la partie d'automatisation des actions et tout ça. Et même avant ça, j'ai l'impression, parce que là, on est parti d'une capacité d'IA, puis nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut être en amour avec sa problématique. Il ne faut pas être en amour avec la technologie. Là, tu nous présentes une super belle technologie qui est totalement pertinente pour nous faire gagner en temps, qui est complètement pertinente aussi pour se protéger, de créer un cadre où est-ce que les employés peuvent augmenter en niveau de littératie en intelligence artificielle, parce qu'enfin, ils ont un espace où ils peuvent tester puis valider l'information. Mais comment faire justement pour bien identifier les opportunités stratégiques en intelligence artificielle? Les problèmes à régler. Les problèmes à régler avant d'arriver à la solution. J'aime l'idée ou l'angle des problèmes à régler, parce que de l'IA pour de l'IA, ça ne sert à pas grand-chose. On ne veut pas faire un trip technologique. Il faut que ça réponde à des enjeux et à des besoins précis. La démarche pour s'y prendre, on parlait tantôt de la formation, de l'éducation. Il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Puis par la suite, quand on va regarder la transformation, là présentement, au Québec, on parle beaucoup de la productivité, de l'augmentation de la productivité des entreprises québécoises, et c'est un sujet qui est très important. La productivité peut être augmentée de
plein de façons. Il peut y avoir des outils transactionnels qu'on va optimiser. On peut avoir des capacités d'intelligence artificielle, mais à la base, il faut regarder l'augmentation de la productivité ou de l'efficience qu'on va aller chercher. Donc, ces démarches-là demeurent des démarches relativement classiques, de dire, OK, c'est quoi mes enjeux? Qu'est-ce que je suis capable de faire? À partir du moment que je me suis éduqué davantage sur le potentiel de l'intelligence artificielle, bien là, je suis capable d'imaginer OK. d'autres capacités. Donc, ça commence par genre un workflow où on voit les endroits où ça bloque ou des problèmes d'insatisfaction, des difficultés sur un journey, un processus complet. On part sur nos processus, on part sur nos opérations, on regarde justement où il y a des inefficiences, où on est capable de le faire autrement. Si on a mis des plateformes en place d'IA générative, qu'on parlait tantôt d'entreprise, bien, on peut poser la question à ces outils-là. Parce que pour ceux qui l'ont essayé, surtout dans un processus de réflexion, c'est assez particulier ce que ça peut faire. Ils sont capables de même nous amener des choses qu'on n'aurait même jamais pensé intégrer. Que l'outil lui-même t'aide à réfléchir sur comment l'utiliser, là, ça, c'est une autre façon de travailler. Mais pourquoi pas lui poser la question? On va poser des questions à de l'IA générative pour être capable de dire, OK, bien, aide-moi à rédiger un email de façon plus efficace, amène-moi des idées. Je peux parler de mon processus avec l'IA générative. Oui, mettre en mode coaching. Le mettre en mode coaching à partir du moment qu'on a ces outils-là. Quand je parle du changement de culture puis d'innovation, c'est à ça que je fais référence. D'être capable de commencer à penser autrement avec des outils autrement. Mais à la base, on parle de notre efficacité opérationnelle. On a des entreprises, mettons une entreprise manufacturière, son core business, c'est pas de faire de l'intelligence artificielle. Son entreprise, sa raison d'être, c'est de produire quelque chose, un produit fini. Donc, ils doivent se concentrer là-dessus. Ben oui. Mais là, on augmente leur capacité et le potentiel d'idées en utilisant ces types d'outils-là. Okay. Donc, non seulement on y va avec les méthodes traditionnelles d'analyse du travail, du flow, des processus et tout, mais on peut augmenter la réflexion avec des outils eux-mêmes pour identifier des solutions possibles. Absolument. Puis à partir du moment qu'on a identifié certains enjeux qu'on peut avoir, là, on peut commencer à construire les différents projets spécifiques avec les bons outils derrière. On part de la problématique. À partir de là, on va identifier qu'est-ce qu'on a dans l'organisation en termes de technologie parce qu'on veut que les IA, on soit capable de les supporter un peu comme les technologies classiques. Si je mets Moi, j'ai envie d'entendre des exemples ici parce que c'est assez théorique. Il y a des projets qui vont bien, des cas d'usage qui nous permettent d'avoir des leçons apprises. Il y a des projets qui échouent, mais ça devient aussi des leçons apprises. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples? Bien, peut-être sur un cas précis, après ça, je dirais sur des projets qui fonctionnent moins bien. Un cas concret, avec un client nous a appelé dernièrement en disant, ben moi, j'ai des équipes qui sont dédiées à traiter des boîtes de email dans lesquelles mes commandes arrivent. Donc, ils prennent chacun des emails, vont lire l'information, vont ouvrir les pièces jointes, vont identifier c'est quoi, reposer des questions quand il manque de l'information et aller créer les transactions pour être capable de faire les commandes dans leur système de transaction, leur ERP. Et c'est des volumes qui sont importants. Un exemple concret, bien, on a pris cette boîte-là et on a mis un agent autour de ça avec différentes technologies. Puis on n'est pas dans de la recherche et développement, on est dans l'appliquer. On met ensemble différentes capacités d'intelligence artificielle qui existent. On va l'ajuster, l'adapter. Et à partir de là, on est en mesure de traiter justement ces boîtes-là. Fait que plutôt que d'avoir des gens maintenant qui vont prendre chacun des emails, les traiter, aller créer les commandes, bien, on a un tableau de bord dans lequel les gens vont gérer les exceptions et le reste des gens peuvent travailler sur d'autres choses, sur du service à la clientèle, sur ce qui crée de la valeur, sur ce qui va permettre à l'organisation de se différencier dans son marché. C'est assez monotone aussi. Tu sais, c'est répétitif. Tu sais quoi faire. Tu ouvres un courriel, tu sais exactement la recette. Donc, quand cette recette, elle est connue et systématique, on est capable de la rendre automatique aussi. Absolument. Moi, j'appelle ça la chasse à la tâche plate. Tu sais, parce que les gens, parfois, ils disent « Ah, tu sais, c'est quoi la tâche récurrente, la tâche récurrente? » Parfois, les gens, ils ne comprennent pas c'est quoi la tâche récurrente. Je dis « C'est la tâche qui est vraiment plate. » Donc, aller à la chasse de ces tâches-là. Dans les conférences que je donne,
je semonce l'audience à leur dire, ben, une bonne innovation, c'est un bon problème. Il faut aller à la chasse aux problèmes à régler. Mais là, je vais leur dire, il faut Aux aussi tâches trouver plates. les tâches plates. Mais c'est vrai, puis effectivement, trouver le bon problème, trouver la tâche plate, c'est important. Puis ce qui a changé dans les dernières années, c'est que l'avenue de l'intelligence artificielle générative, parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis très, très longtemps, mais la générative a ouvert un potentiel différent qui n'existait pas au niveau de l'automatisation, parce que des outils d'automatisation pour remplacer des tâches plates, il y en a toujours eu, Oui. mais Et c'était c'est pas très assez, populaire. ouais, c'était robotique. Il n'y avait pas beaucoup de marge d'erreur, il n'y avait pas de Non. capacité de dire, OK, si j'ai une exception, je fais quoi? Fait que c'était peu adopté. Maintenant, avec l'intelligence artificielle générative, ben là, on peut amener un raisonnement, on peut bonifier la capacité de ces outils-là. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà intégré dans leur plateforme. Donc, c'est important de les regarder, de comprendre ce qui est possible de Dans les faire. plateformes DRP? Dans des plateformes d'automatisation classiques OK, qui existaient. oui, OK. Il y avait le RPA qui existe, qui est le Robotic Process Automation, qui est un processus pour automatiser des tâches, une espèce de grosse macro, si on veut. Maintenant, ils ont rajouté des capacités d'intelligence artificielle dans des produits du marché qui permettent d'avoir un raisonnement et une logique dans le traitement des différentes choses. Fait que ça, on le voit présentement. Et des tableaux de bord pour gérer les exceptions, comme tu suggérais. Exactement. Donc, de pouvoir transformer. Fait que maintenant, les technologies permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire. Puis, présentement, ce que je vois, c'est que... Hey, je pourrais imaginer, excuse, là, je t'interromps, mais je pourrais imaginer, même justement, quand tu as de l'intelligence, ben, que l'agent d'intelligence artificielle qui pose des questions complémentaires pourrait devenir un agent de vente aussi en suggérant des services additionnels. As-tu pensais à ceci? On s'en va là. Ah, mon On Dieu. s'en va là. Il y a certaines organisations qui ont commencé. Pour moi, là, il y a les intelligences artificielles internes et il y a ceux vers l'externe. Interne, là, c'est rapide, c'est facile. Ben, toute chose étant égale par ailleurs, mais c'est accessible. On est dans de l'appliqué. Quand on va parler avec la clientèle, Ouais. les technologies sont là. Mais il y a une préoccupation supplémentaire qu'il faut commencer à penser, qui va être aussi. d'acceptabilité, définitivement pour la clientèle, mais on va parler d'éléments d'éthique, on va parler de biais, parce que là, on a une intelligence artificielle qui parle avec notre clientèle. Donc, on est responsable de ce que l'intelligence artificielle va dire. Donc, là, on a une couche supplémentaire de tests et de validation et d'entraînement qui sont nécessaires pour arriver à un niveau j'allais dire, de perfection beaucoup, beaucoup plus élevé. Et ça, vous le faites aujourd'hui? Là? Il y a certains clients qui commencent à... Oui, il y a des clients qui commencent sur ça, surtout au niveau du service à la clientèle. La réponse, ben, les agents conversationnels sur les sites, on en voit de plus en plus. Quand on arrive sur des compagnies qui offrent des services cellulaires ou autres, ben, de plus en plus, on voit que les premiers contacts sont avec une intelligence artificielle, et ce qui est performant d'ailleurs. Puis c'est toujours disponible. On le voit aussi j'ai vu certains produits ou certaines compagnies au niveau concessionnaire automobile qui ont commencé à mettre des agents comme ça en place pour faciliter la prise de rendez-vous, les différents accès. Les tâches simples. Les tâches simples, mais ce qui permet, ça a l'air niaiseux, mais ce qui permet de... aujourd'hui, si j'appelle pour prendre un rendez-vous, ben, il faut que j'appelle durant les heures ouvrables, il faut que la personne soit disponible. Si ce n'est pas le cas, ben, j'attends. Mais des entrepreneurs, ben, le 9 à 5, le 7 à 6, généralement, là, c'est une période qui est du prime time, qu'on n'a pas beaucoup de disponibilité. Fait que prendre un rendez-vous, c'est difficile. Avec une intelligence artificielle, il n'y a pas de fuseau horaire, il n'y a pas de fuseau horaire, mais je veux dire, il n'y a pas de plage, il y a pas de... Ils sont toujours 24/7. disponibles, puis ils ont accès à l'information, ils sont capables d'aller voir les calendriers, ils sont capables de poser des questions, ils ont accès à cette information-là. Fait que ça, on commence à le voir de plus en plus, qui bonifie l'expérience comme client. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas comme ceux-là, qui va bonifier l'expérience et qui va augmenter la performance puis la capacité au niveau des entreprises. Je vais me permettre de t'amener vers le côté obscur. Parce que je pense qu'on a quand même démontré que la technologie avait un gain. Puis si on part l'aventure d'intelligence artificielle avec les bonnes étapes, mais malgré tout, il y a quand même des projets en IA qui stagnent ou qui échouent. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces projets qui échouent? Oui. Puis je lisais récemment une étude qui disait que 80% des preuves de concept en intelligence artificielle ne se rendent pas en production.
Ça, c'est triste, mais un des éléments que j'ai vu, ben, il y a toujours des freins à l'adoption, là. Les gens peuvent avoir peur, ils peuvent avoir de la réticence, il y a les données, mais quand les éléments ont été mis en place, ce que je vois souvent, ben, ce que j'ai vu souvent, c'est que euh, l'intelligence artificielle, quand on commence la preuve de concept sur des cas spécifiques, là, on va faire du prédictif. Je vais être capable de prévoir ma demande dans telle variation avec mes données historiques, puis je vais avoir des algorithmes. Euh, Quand on va arriver à un moment où la preuve de concept, elle est acceptable. On dit, OK, c'est bon, je veux passer à l'autre étape. Les gens voyaient la fin de la preuve de concept comme étant la fin du projet, comme étant une solution en soi. Mais c'est une preuve de concept. Puis si je prends une analogie par rapport à du déploiement de technologies classiques, des ERP, des CRM qu'on parlait tantôt, la première étape, c'est qu'on va choisir celui qu'on veut. Mettons, je vais choisir mon système de CRM pour mon service à la clientèle, mes ventes. À partir de là, je vais faire une sélection, je vais trouver le meilleur pour moi et je vais commencer mon implantation. Quand on fait des projets en intelligence artificielle, le bout qui nous rend jusqu'à notre sélection, c'est tout notre développement. Mais une fois qu'il est développé, c'est là que ça commence. Il faut le déployer dans notre organisation. Et souvent, les outils d'intelligence ou les preuves de concept qui ont été faits, bien, ça force une combinaison de gens et de machines qui doivent collaborer ensemble. Et c'est souvent mis de côté. Fait que quand les gens arrivent à dire, OK, j'ai ma preuve de concept, je vais essayer d'aller plus loin, le bloc. Bloc parce qu'ils n'ont pas pensé aux gens, ils n'ont pas pensé au processus, ils n'ont pas pris en charge l'implantation de cette IA-là dans l'organisation. C'est pour ça qu'il y a une cassure, puis là, il y a une équipe qui a réussi à démontrer que ça fonctionnait. Quand on arrive pour garder l'autre portion, là, il y a comme un découragement qui s'installe, puis on regardera ça plus tard. C'est une des raisons qui fait que ça ne part pas nécessairement bien. L'autre raison, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours les meilleurs cas d'usage qui sont identifiés ou qui sont partis. Il y a beaucoup d'essais et erreurs derrière ça. Mais là, je vois que cette portion-là d'identifier les mauvais cas d'usage est de moins en moins présente. Ben oui, j'imagine, à force d'en avoir implanté des cas d'usage, ben non seulement vous savez ceux qui fonctionnent bien, mais vous avez aussi tous les outils déjà bien intégrés pour les reproduire ailleurs, là. Donc, ça doit devenir pas mal plus efficace. Absolument. Puis on voit depuis, je dirais, la dernière année et demie, une transition importante sur l'appliqué. Avant ça, on était plus sur la recherche et développement quand on parlait d'intelligence artificielle. Maintenant, on est vraiment rendu dans de l'appliqué. Oui. On va pas Les outils existent. Les outils existent. Oui, les Puis implanter. quand on parle d'outils, c'est un très bon point. Dans les produits du marché, il y a des capacités, il y a des produits aussi hyper spécialisés en intelligence artificielle qui existent, qu'on peut acheter, qu'on n'a pas out of the box, qu'on rentre dans notre organisation, puis on peut en développer des spécifiques. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités et de variétés derrière ça. Fait que, encore une fois, identifier ceux qu'on en a besoin, puis partir dans cette journée. Moi, je suis fascinée en ce moment parce qu'on voit vraiment la corrélation entre la culture d'innovation, la culture du numérique, puis la capacité d'adopter l'intelligence artificielle. Puis je vais me permettre de te parler de la grande enquête que tu as fait récemment, Luc, en recherche et développement. Puis on voit que les ingrédients qui sont nécessaires pour réussir l'adoption de l'intelligence artificielle, ce sont les mêmes ingrédients pour l'innovation. Donc, Ah oui? avoir un espace dédié, pour tester, pour échouer rapidement, avoir une personne dédiée à l'innovation, donc avoir une personne dédiée aussi à réfléchir à l'intelligence artificielle. Puis finalement, cette culture d'équité, diversité et inclusion, ce sont les trois recettes, c'est ça les trois ingrédients qui font en sorte qu'on réussit. Il y en a un que la direction doit le prioriser, y travailler, le demander à ses employés. J'assume que c'est la même chose là Oui, aussi. c'est la même chose. Puis au départ, quand un employé ose dire qu'il explore des nouvelles technologies ou il a osé explorer l'intelligence artificielle, puis le fait d'oser veut dire aussi que l'environnement lui a permis de le faire. Mhm. Et là, tout d'un coup, il y a les dirigeants qui sont intéressés à ces gens-là, qui ont été assez curieux pour ouvrir ChatGPT la soirée même que c'est sorti, pas dormi pendant 3 jours, et capter c'est quoi ces différentes opportunités-là que ça peut amener. Donc, moi, je trouve ça vraiment fascinant, la corrélation entre la culture d'innovation et l'adoption de C'est l'intelligence fascinant. artificielle. Puis d'ailleurs, Jonathan, je t'ai interrompu tout à l'heure quand tu nous as dit, nous, on peut même utiliser l'introduction de l'IA pour déclencher une culture d'innovation, une
une culture numérique. Moi, j'étais sûr que c'était l'inverse. Je pensais qu'il fallait comme développer toute une culture numérique, avoir fait toute sa transformation numérique. Puis c'est un peu ça qu'on entend des experts habituellement. Ben, tant qu'on n'aura pas on n'aura pas une maturité numérique, maturité des données, on ne pourra pas faire de l'IA. Mais là, j'ai l'impression de t'avoir entendu dire le contraire. Effectivement. On a besoin d'avoir des données, on a besoin d'avoir des systèmes transactionnels performants. Ça, une entreprise qui a une dette technologique va avoir des limitations à la capacité d'utilisation de son intelligence artificielle, sur les potentiels derrière ça. Mais il y a des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui. Puis, quand je parlais de la culture numérique, avoir fait une transformation numérique dans une organisation, ça ne veut pas dire que j'ai une culture numérique dans mon organisation. Mes gens, on peut les former, vont travailler, vont être efficaces, performants avec les outils qui sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont adopter, qu'ils vont réfléchir en numérique. Comment la technologie me permet d'aller plus loin, de faire autre chose. Fait qu'on n'est pas dans la culture, on est dans l'utilisation classique. Donc, on peut devenir très performant. C'est vrai que les jeunes, quand ils rentrent dans nos boîtes, là, ils arrivent avec cette culture-là. Ils sont constamment en train de dire, ben voyons, ici, puis là, ils nous proposent un outil, ben voyons, je vais utiliser tel outil. Oui. Puis ils sont Parfois, tout on le ne temps... les connaît pas encore, ces Ben non, outils-là. ben non. Exactement. On a l'air... Puis ça, c'est un bon point parce que les jeunes qui arrivent sur le marché, même des moins jeunes maintenant, sont nés avec les réseaux sociaux, sont nés avec la technologie, ont des attentes comme personnes, comme citoyens, puis ils ramènent ça au niveau de l'organisation. On voyait moins ça avant. Maintenant, c'est de plus en plus présent, puis ça devient exponentiel. Puis l'intelligence artificielle va être un élément de rupture, je pense, par rapport à ça aussi, parce que le potentiel, la capacité, le type de travail est en train de se transformer. Fait que les jeunes qui sortent aujourd'hui de l'université, il n'y en a pas un qui n'a pas travaillé avec ces types d'outils-là. Donc, ça fait partie de leur vie. Donc, s'ils arrivent en entreprise et ils n'ont pas ces capacités-là, ils vont se revirer de bord puis ils vont les trouver ailleurs. Mais là, on ouvre des risques de sécurité et autres. Mais ce n'est pas dans une perspective de malveillance, c'est vraiment dans une perspective de ça fait partie maintenant du quotidien puis de penser autrement. Et ces outils-là, comme je parlais tantôt, c'est un accélérateur à l'innovation. Il faut l'essayer pour comprendre. À partir du moment qu'on pose la question à une intelligence artificielle sur comment je peux le faire autrement, qu'est-ce que ça pourrait être? Donne-moi des exemples d'ajustements dans mon processus. Les idées qui vont ressortir de ça, il y en a qu'on va savoir, mais il y en a qu'on n'aura même pas pensé. Fait qu'on va sauver du temps, on va amener plus de qualité et on va amener beaucoup plus d'idées. Imaginez si on est capable de faire ça au niveau de l'organisation. Donc, pas juste quelques personnes très, très éduquées, là, les geeks là, en technologie. Si on met ça dans tout le monde au niveau de notre organisation, le potentiel de transformation. Fait que c'est ce type de changement-là qu'on veut instaurer et qu'il faut commencer rapidement parce qu'on est rendu là. On n'est pas obligé de faire des projets de très haute voltige. On peut en faire, puis il y a des choses, il y a des cas d'usage très, très pointus qu'on est capable d'entraîner des algorithmes, mais encore là, la base reste là. Les outils sont maintenant matures pour ça. Tu m'as ouvert une très, très bonne porte avec les attentes comme citoyens, les attentes comme génération qui sont nées avec le numérique, la génération qui est née avec l'intelligence artificielle, mais ça vient aussi avec des valeurs parce qu'on est dans un contexte où à la fois on nous pousse vers l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'un autre côté, on nous parle de sobriété numérique. Comme entrepreneur, comment on navigue entre ces deux réalités? C'est une bonne question. La sobriété numérique est importante, d'en être conscient, d'être capable de le mesurer derrière ça. Quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est vrai que ce sont des algorithmes qui consomment quand même beaucoup de ressources. La bonne nouvelle, c'est que si on recule juste v'là un an, faire une requête sur ChatGPT, c'est l'équivalent de faire 100 requêtes sur Google en termes de consommation énergétique. Dans la dernière année, ça s'est coupé par 10. On est rendu une requête, c'est l'équivalent de 10 recherches sur Google. Fait que là, on voit qu'il y a une amélioration, puis on peut s'attendre à ce qu'il y ait un changement ou une réduction très importante par rapport à ça, parce que on voit aujourd'hui, on en entend parler des nouvelles, mais il y a une difficulté d'accès aux ressources hardware qui supportent l'intelligence artificielle. Le Canada a parti un programme pour donner accès à ces différentes plateformes-là. C'est extraordinaire. Puis, mais tous les manufacturiers maintenant de produits, des OpenAI de ce monde, ont cette préoccupation-là parce que c'est une limitation à la capacité et à l'évolution de leurs produits. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une diminution quand même importante, mais ça reste quand même
des outils qui consomment de l'énergie. Donc là, tu nous as parlé d'environnement, mais si je t'amène vers le social-éthique? Le social-éthique, il y a, il y a la portion plus générale. On voit une légifération présentement au niveau des différents gouvernements qui va permettre d'avoir des balises. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes, mais on voit que c'est en mouvance présentement. Par contre, sur le volet éthique dans une entreprise, je pense que ce qui est surtout important à cette étape-ci, c'est d'être capable d'en parler, que chaque personne qui interagisse comprenne que les IA peuvent avoir des billets, comprenne qu'ils ne peuvent pas prendre pour du cash tout ce qui est sorti et ils doivent appliquer un jugement par rapport à ça. La meilleure protection par rapport à l'éthique et aux billets que les IA peuvent avoir, c'est les gens. C'est d'amener nos équipes, d'amener nos gens dans nos organisations à être conscients de ça et de s'assurer d'être alerte par rapport à ces éléments-là. Parce qu'on peut améliorer le traitement des billets, on va entraîner quand on va donner nos données spécifiques. Déjà là, on vient de réduire certains billets qu'on va avoir, mais de toutes les éliminer, des fois, il y a beaucoup, beaucoup d'itérations à faire, puis il y a des gros investissements. Donc, s'assurer que nos gens sont conscients de ça, ils font attention derrière. Mais moi, j'ai confiance en l'intelligence humaine, puis à nos gens, d'être capable de faire la part des choses, puis de s'assurer de regarder ce qui est généré et de porter un regard critique sur ça. T'sais, on s'était donné comme promesse à chaque écoute du balado de faire en sorte qu'un entrepreneur qui termine l'écoute se mette en action. Donc, dans une dernière minute à toi, Jonathan, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Puis je te laisserai la dernière minute par la suite, Luc. Donc, Jonathan, je te laisse une minute pour nous dire puis nous inspirer à l'action. Là. Moi, j'aurais envie d'y en donner deux parce que j'aimerais entendre quelques cas d'usage qui sont intéressants pour lui, puis après ça, on pourrait parfait. les Faisons deuxième ça. minute, parce que des cas d'usage, t'en es témoin, t'en vois plein, t'en implantes des centaines. C'est quel tes meilleurs? Mettons que j'en prends trois particuliers. Le premier, c'est vraiment la valorisation au niveau des données. Je parlais tantôt des exemples au niveau des équipes marketing sur ce type de données-là. Ces cas-là, dans toutes les possibilités, que ce soit dans du légal, que ce soit dans des ressources humaines, que ce soit dans des procédures et processus internes de l'organisation, tout ce qui existe en termes de données qui a coûté de l'argent à développer et qui est une richesse pour l'organisation, créer des agents spécialisés le plus vite Donc, possible. quand on a des SharePoint remplis de documents, c'est un bon indice qu'il y a quelque chose à faire. C'est un bon indice qu'il y a une richesse à quelque part dans ces données-là. Il y a du travail à faire pour faire un peu de ménage parce que toute bonne organisation a beaucoup trop de documents, mais c'est un très bon point de départ et de la démocratiser. Ça, c'est des exemples qu'on a faits qui génèrent rapidement de la valeur avec un effort qui est quand même assez limité. Un autre cas d'usage un petit peu plus complexe, parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs catégories. Là, je parlais de l'intelligence artificielle générative avec de l'apprentissage sur des données qui sont assez rapides, assez faciles. Mais on peut regarder aussi à l'autre extrême dans lequel on va mettre d'autres technologies, comme des technologies de vision, des technologies d'apprentissage et d'entraînement de ces machines-là. Donner un exemple d'un client qui est venu nous voir. Tous les processus, pour ceux qui sont dans l'univers de la construction, vont peut-être se retrouver à l'intérieur de ça. Tout le processus d'appel d'offres. Les compagnies reçoivent des appels d'offres complètes qui sont extrêmement volumineuses. On parle de plusieurs centaines de pages avec des plans de construction très, très pointus, très définis. Et moi, comme entrepreneur, que je sois en électrique, en génie civil ou dans différents domaines, je dois prendre ça et construire une soumission, une proposition derrière ça. Et aujourd'hui, c'est extrêmement time-consuming et c'est complexe à faire parce que, je dois comprendre, m'assurer de la gestion de mon risque par rapport à ma proposition que je m'en vais déposer. Et une fois que j'ai mes plans, je dois aller dire, mettons que je suis du côté entrepreneur électrique, je dois aller déterminer combien j'ai de types d'équipements dans chacun des différents plans. Puis mettons que je prends un plan d'une école. On s'entend, une école, 3-4 étages, des dizaines et des dizaines de salles. Il y a énormément de pièces d'équipement et de composantes. Aujourd'hui, les gens ils doivent aller une par une, identifier et compter combien ils ont de types de prises avec tel numéro de produit. Donc, ce qu'on a fait avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a, dans un premier temps, transformé l'entièreté de la demande du devis dans une structure numérique qui nous permet d'interagir, un peu comme les cas qu'on parlait tantôt avec nos données en ressources humaines et autres, mais de façon très, très pointue. Et
Par la suite, on a pris l'entièreté des plans et on les a éduqués pour nos propres données. Fait que j'ai identifié chaque symbole dans plusieurs situations possibles et je lui ai dit, ce symbole-là, ben, c'est tel produit chez moi, dans ma liste de mes inventaires. Et le système, une fois qu'il a été entraîné, ben, peut analyser le plan, générer cette liste-là très précise dans laquelle je suis capable de référer et de produire justement l'entièreté de mes inventaires pour créer ma demande de soumission ou mon bon de commande derrière ça dans mes systèmes. Donc, on a transformé un processus avec l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, les gens qui faisaient ce travail-là collaborent avec une IA. Donc, c'est plus juste, OK, j'ai enlevé un morceau puis je l'ai mis une IA. On a changé la façon de traiter l'appel d'offres en intégrant humain et machine à même ce processus-là pour aller plus loin, plus vite et d'être capable justement de réaffecter le reste du temps. On ne parle pas nécessairement de couper, on parle de réaffecter, de réutiliser ce temps-là dans ce qui génère de la valeur pour Et de gérer le risque, de ne pas faire moins d'erreurs. Et gérer le risque, Wow, définitivement. Des beaux exemples. Alors oui, Anne, la dernière minute. Oui, tout à fait, Luc. Jonathan, si on te demandait, là, comment voudrais-tu terminer? Qu'est-ce que tu voudrais t'assurer là, de remettre sur la table pour les dirigeants, dirigeantes là, qui nous écoutent? Je dirais commencer. Commencer. On a toujours une raison pour ne pas débuter. Il y a toujours une crainte, un risque, un inconnu. Commencez. Allez chercher de l'information. Formez-vous, formez vos équipes de gestion autour de vous pour amener le langage et lancez-vous. Parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, le cycle de vie de l'intelligence artificielle n'est pas le même de ce qu'on va retrouver dans nos produits conventionnels. Donc, allez-y. Rentrez dans ce mouvement-là. Essayez des choses. Le coût d'investissement est beaucoup moindre. Il y a des programmes qui existent au niveau des différents paliers de gouvernement pour favoriser ça. Allez les chercher. Lancez-vous là-dedans parce que ça demeure un enjeu concurrentiel pour chaque organisation parce que les nouvelles organisations qui arrivent sont natives avec cette réflexion-là, ces outils-là. Donc, en tant qu'organisation mature de production, on doit absolument commencer cette aventure-là, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Il n'y en a pas de meilleur que d'autres, mais commencez. Luc, je suis en train de sourire en ce moment pour ceux qui nous écoutent seulement parce que tu as fait un Luc. Donc, j'ai donné à Jonathan 1 minute, à toi 1 minute, tu as donné à Jonathan 2 minutes et tu as donné à Jonathan une autre de tes minutes. Donc, j'aimerais que tu puisses me dire, Luc, en Tu leur donnes une minute. Exactement, ce que tu as retenu de cet épisode-ci. Wow. Bien, d'abord, j'adore Jonathan qui a clairement l'expérience concrète avec les dirigeants, dirigeantes, les entrepreneurs parce que tu amènes cette notion-là de dire, bien là, on fait de l'implantation de solutions qui existent off the shelf et sur des codes d'usage, puis des idées, des tâches plates à automatiser. J'adore ce que j'entends là. J'adore le fait que tu nous amènes avec des exemples inspirants qui sont bien accessibles. Puis, en quelque part, peut-être que tu nous donnes l'idée de faire des projets. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, justement, faire des projets, c'est la meilleure façon d'apprendre, de s'approprier. Et tu te rappelles, Anne, quand on a fait la formation chez nous, au Conseil de l'innovation, bien, tout de suite, on s'est assis. Tout le monde ensemble, en plus. Oui, chacun a essayé de voir des types d'applications, comment ça pourrait changer, comment on pourrait intégrer ça dans mon travail à moi, et on a démarré des petits projets comme ça. Puis un projet, bien, ça met en action, ça permet de s'approprier, ça force d'aller apprendre ce qui nous manque, ça connecte les morceaux, ça fait travailler les gens ensemble. C'est le fun. Puis il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, c'est pas grave. Mais on apprend. Bien, on avance. L'approche que vous avez prise est vraiment la meilleure parce que pour créer un mouvement comme ça, il faut avoir un outil, savoir comment l'utiliser, avoir un peu de formation sur qu'est-ce que ça fait, mais surtout un partage de connaissances. Parce que si tu essayes quelque chose puis que tu m'en parles, bien, ça va me donner des idées d'essayer d'autres choses. Puis là, je commence à l'appliquer dans mon quotidien. Donc, ce partage-là de connaissances et d'utilisation, ben oui, c'est la clé Chacun de l'adoption. Apporte son petit bout, puis oui, ben moi, j'utilise Notebook LM pour faire ça comme ça. Regarde, je vais te montrer. Puis voilà. On l'a d'ailleurs
traversé ensemble cette aventure Notebook LM. Puis je me souviens encore de ton visage, Luc, lorsque j'avais créé le balado sur toi en quelques secondes. C'est malade. On n'a pas fini cette aventure-là. Non, je le sais, je le sens, je ouais, le on a sens. beaucoup à apprendre Oui. encore, c'est malade. Mais écoutez, merci encore. On était, je pense, dans un épisode qu'on aurait pu continuer comme ça pendant 2 heures, mais on s'est donné la promesse que ce soit vraiment de mettre les gens en action. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation du Québec. On était avec Jonathan Tremblay, associé chez Talsom, et Luc Sirois. On se voit à la prochaine.